Alors, dans cette vidéo, nous allons démontrer ce qu'on appelle le théorème de Lagrange, qui s'énonce de la manière suivante. Si G est un groupe fini et que H est un sous-groupe de G, alors le cardinal de H divise le cardinal de G. Pour cela, nous allons utiliser une relation d'équivalence. On va voir que cette relation d'équivalence, elle va servir d'intermédiaire dans le cadre de la démonstration. La relation d'équivalence est la suivante sur G. C'est que x est en relation avec y si et seulement si x moins 1 y appartient à h. Alors là, j'ai dit c'est une relation d'équivalence, sauf que je ne l'ai pas démontré, donc on va d'abord commencer par démontrer que cette relation est bien une relation d'équivalence, et ensuite on va se baser sur les classes d'équivalence pour démontrer la propriété si compte. Donc première étape, démontrer que x, r, y, si et seulement si x moins 1 y appartient à h, c'est une relation d'équivalence. Relation d'équivalence, je rappelle que c'est réflexive, symétrique et transitive. On va d'abord montrer la réflexivité, c'est-à-dire que x est en relation avec x. Alors qu'est-ce que ça veut dire que x est en relation avec x? Ça veut dire que x moins 1 x appartient à h. Donc il faut que je montre que x moins 1 x appartient à h. Or, x moins 1 x, ça fait quoi? Ça fait e, l'élément neutre, qui appartient nécessairement à h. Ça on le sait, parce que c'est un sous-groupe. Appartient à h, car h est un sous-groupe. Et donc, comme x-1x appartient à h, j'en déduis que x est en relation avec x, par définition, en remplaçant le y par x. J'en déduis donc que la réflexion R est réflexive. Voilà. Réflexive, ça veut dire que tout élément est en relation avec lui-même. Ça, c'était plutôt simple. Maintenant, nous allons montrer la symétrie. Qu'est-ce que c'est la symétrie? La symétrie, c'est que si x est en relation avec y, alors y est en relation avec x. Donc je vais dire, supposons que x soit en relation avec y. Et là, le but, moi, c'est de montrer que y est en relation avec x. Qu'est-ce que ça veut dire que x est en relation avec y? X est en relation avec y, ça veut dire que x moins 1 y appartient à h par définition. Mais h étant un sous-groupe, on sait que quand on a un sous-groupe, tout élément est inversible et son inverse est dans le même sous-groupe. Donc ça veut dire que l'inverse de x moins 1 y appartient aussi à h. Donc l'inverse c'est, je le note, x moins 1 y puissance moins 1 pour dire l'inverse de x moins 1 y. Sauf que l'inverse de x moins 1 y, c'est y moins 1 fois x. Alors attention, c'est comme les matrices, quand on fait l'inverse d'un produit, ça revient à inverser le produit et à faire l'inverse. Alors si on n'est pas sûr que l'inverse de ça c'est ça, il y a juste à le multiplier. Si je fais x moins 1 y fois y moins 1 x, y moins 1 ça s'annule, ça fait l'élément neutre. Donc il me reste x moins 1 fois x, et x moins 1 fois x c'est pareil, ça fait l'élément neutre, ça fait e. Donc si le produit fait bien e l'élément neutre, ça veut dire que ça c'est bien l'inverse de ça. Donc attention à bien inverser l'ordre parce que sinon c'est tout faux. Et c'est x parce que l'inverse de x moins 1 par définition c'est x. Donc là je viens de montrer que y moins 1 x appartient à h, sauf que si y moins 1 x appartient à h, c'est la même expression qu'ici en inversant le x et le y, donc ça veut dire que l'inverse ici est vrai, c'est-à-dire que y est en relation avec x. Donc si x est en relation avec y, y est en relation avec x, ça veut bien dire que R est symétrique. Bien sûr, je ne fais pas la réciproque, parce que c'est évident, en inversant le x et le y. Maintenant, dernière étape, il faut montrer la transitivité. La transitivité, donc là il faut prendre trois éléments x, y et z. Hop, on va faire jusque là. Donc là, je vais supposer, supposons que x est en relation avec y et que y est en relation avec z. Et moi, le but, c'est de montrer que x est en relation avec z. Alors, déjà, qu'est-ce que ça veut dire que x est en relation avec y? Ça veut dire que x moins 1 y appartient à h, et que, ici, si je fais, donc c'est y moins 1 z qui appartient à h. Là, j'ai juste traduit en remplaçant x et y par y et z. Mais si les deux appartiennent à h, je sais que le produit des deux aussi appartient à h, parce que h est un sous-groupe. Donc ça veut dire que x moins 1 y fois y moins 1 z appartient à h. Mais que vaut ce produit? Eh bien, au milieu, j'ai y moins 1, donc ça me fait l'élément neutre. Donc ça fait petit e, donc ça fait x moins 1 fois petit e, ça fait x moins 1, et puis le z qui reste au bout.
Hein, le y moins 1 fait l'élément neutre, ça s'annule. Mais si x moins 1 z appartient à h, par définition, c'est la même chose en remplaçant le y par z, et donc ça veut dire que x est en relation avec z. On va faire un petit peu de tac. X est en relation avec z. Et donc c'est bon, c'est bien transitif, que x y et y rz impliquent x rz, donc ça veut bien dire que r est transitive. J'en déduis donc que R est une relation d'équivalence. On avait fait d'autres vidéos spécifiques là-dessus, hein, je vous renvoie aux autres vidéos, je mettrai le lien dans la description, pour tout ce qui est relation d'équivalence, etc. Maintenant qu'on a démontré que c'est une relation d'équivalence, eh bien on va pouvoir parler des classes d'équivalence de cette relation. Et ce sont les classes d'équivalence, on va voir, qui vont avoir certaines propriétés particulières par rapport au sous-groupe H. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la classe d'équivalence d'un élément x de G? Eh bien, si je prends un x qui appartient à G, bien sûr, je ne l'ai pas mis précédemment, mais tous les x, y, z que j'ai pris dans la relation d'équivalence appartenaient à G, hein, bien évidemment. À ce moment-là, la classe d'équivalence de x, c'est l'ensemble des y qui appartiennent à G, tel que x soit en relation avec y. Donc là, si on veut, on peut préciser hein, l'ensemble des y appartenant à G, tel que x soit en relation avec y. Mais x en relation avec y, on sait à ce moment-là que ça veut dire que x moins 1 y appartient à h. Là, j'ai juste traduit le fait que x soit en relation avec y. Eh bien, ce que l'on va montrer, c'est que en réalité, cette classe d'équivalence de x, elle est égale à x fois h, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui s'écrivent x fois un élément de h. Alors pour montrer cette égalité, je vais d'abord montrer, je vais montrer la double inclusion, c'est-à-dire montrer que la classe de x est incluse dans xh, et réciproquement montrer que xh est inclus dans la classe de x. Alors pour montrer la double inclusion, je vais prendre un élément de la classe de x et je vais montrer qu'il appartient à xh, et réciproquement. Donc je vais dire soit y appartenant à la classe de x, et donc le but c'est de montrer que y appartient à xh, c'est-à-dire qu'il s'écrit x fois un élément de h. Alors ce qu'on sait c'est que par définition il existe si y appartient à la classe de x, c'est-à-dire par définition que x moins 1 y appartient à h. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est y, et donc nous, on va écrire y d'une certaine manière. En fait, y, on va l'écrire x fois x moins 1 fois y. Alors ça, j'ai le droit, puisque x fois x moins 1, ça fait l'élément neutre, et donc l'élément neutre fois y, ça fait bien y. Donc ça, c'est bon. Sauf que le x moins 1 fois y, lui, il appartient à h. Donc ça s'écrit xz avec un z qui appartient à h. Le z, c'est le fameux x moins 1 y. Et donc si ça s'écrit de cette manière-là, si y s'écrit xz avec z appartient à h, ça veut dire que y appartient à xh, parce qu'il s'écrit x fois un élément de h. J'en déduis donc que si y appartient à la classe de x, à ce moment-là il appartient à la classe de appartient à xh, donc la classe de x est incluse dans xh. Donc ça c'est la première inclusion. Maintenant je vais faire dans l'autre sens, je vais montrer que xh est inclus dans la classe de x. Donc là je vais faire l'inverse. Je vais prendre un élément de xh et je vais montrer que nécessairement il appartient à la classe de x. Donc pour ce faire, je vais prendre cette fois-ci, comme j'ai dit, un y mais qui appartient à h. Alors pardon, c'est pas h mais c'est xh bien sûr, parce que là il faut vraiment c'est que xh est inclus dans la classe de x. Donc si y appartient à xh, ça veut dire qu'il existe un z appartenant à h tel que y soit égal à x fois z. Maintenant, moi ce que je veux c'est montrer que x moins 1 y appartient à h, donc je vais tout simplement calculer x moins 1 fois y. X moins 1 fois y, ça fait x moins 1 fois x fois z, parce que y ça vaut yz. X moins 1 fois x, ça s'annule, ça fait l'élément neutre, donc finalement il reste petit z. Et petit z, par définition, il appartient à h. Donc là, je viens de montrer que x moins 1 y égale petit z qui appartient à h, donc ça veut dire que x moins 1 y appartient à h. Et donc là, à l'inverse, j'en déduis
que si x moins 1 y appartient à h, à ce moment-là, ça veut dire que y appartient à la classe de x, par définition. Donc là, cette fois-ci, si mon y appartient à xh, à ce moment-là, il appartient à la classe de x, donc ça veut dire que xh est inclus dans la classe de x. Et on avait vu tout à l'heure que la classe de x était incluse dans xh, et donc par double inclusion, j'en déduis que xh est égal à la classe de x. Alors c'est plutôt l'inverse qui m'intéresse, que la classe de x est égale à xh, mais de toute façon, ça revient au même. Alors ça, je vais l'écrire ici, que la classe de x est égale à xh, parce qu'on va voir que c'est très important. Alors à partir de ce moment-là, on peut montrer quelque chose de plus, qui est que les classes de x sont en bijection avec h. Alors, on va expliquer d'abord je vais faire une petite démonstration, et puis après on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Déjà, on pourrait montrer que, en réalité, xh contient autant d'éléments que h. Contient autant d'éléments que h. Alors, c'est pas si évident que ça, parce que si je prends un exemple, xh, qu'est-ce que ça veut dire xh? Si h, par exemple, je dis que c'est l'ensemble avec dedans y1, y2 et y3. Bon. À ce moment-là, xh, c'est l'ensemble qui s'écrit xy1, xy2 et xy3. Donc on va se dire, c'est évident qu'il y a autant d'éléments dans les deux. Alors pas forcément, parce que rien ne dit que xy1, xy2 et xy3 sont tous différents. Peut-être que là, y1, y2, y3 sont différents, mais le fait de les multiplier par x fait peut-être qu'en réalité, ces deux-là sont égaux, ou ces deux-là sont égaux, ou même les trois peuvent être égaux. Donc là, on ne sait pas a priori s'il y a autant d'éléments là que là. Et bien, en fait, on va faire une petite démonstration très rapide qui va nous permettre de montrer qu'en réalité c'est le cas. C'est-à-dire que on va prendre soit y1 et y2 qui appartiennent tous les deux à h. Donc on prend deux éléments au hasard, mais bien sûr, il peut y avoir autant d'éléments ici, le raisonnement est exactement le même. Bon. À ce moment-là, puisque y1 et y2 appartiennent à h, on va supposer, du coup, si xy1 est égal à xy2, je pourrais multiplier par x-1 à gauche et à droite, donc je pourrais multiplier par x-1 ici et là, x-1, x, ça s'annule, et donc ça fait y1 qui est égal à y2. Bon. Ça, j'ai le droit, puisque x-1 existe, puisque je suis dans h, donc il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça veut dire par contraposé? Parce que ce qui est important, c'est la contraposée. Je sais que si A implique B, ça veut dire que non B implique non A. Donc non B, ça veut dire y1 différent de y2, et non A, c'est xy1 différent de xy2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça c'est différent de ça, ce qui est le cas, parce que sinon je ne les aurais pas écrits, puisque ça c'est différent de ça, et bien ça c'est différent de ça. Et de la même manière, parce que ça c'est différent de ça, ça c'est différent de ça, comme y1 différent de y3, j'ai xy1 différent de xy3, etc., etc., ça veut dire que finalement, tous les termes ici sont différents, 2 à 2. Et donc, j'ai bien autant d'éléments dans h que dans xh. Donc le cardinal de h est égal au cardinal de xh. Donc là, la petite démonstration ici, par contraposé, en utilisant le fait que h est un sous-groupe, m'a montré que finalement le cardinal de h, est égal au cardinal de xh. Sauf que le cardinal de xh, c'est le cardinal de la classe de x, puisque on a vu que xh est égal à carte de x. Et c'est cette égalité-là qui va m'intéresser, le fait que le cardinal de h est égal au cardinal des classes de x. Parce que, bien sûr, on va utiliser, comme je l'ai dit, les classes de x par rapport à g pour montrer la division. Pourquoi? Parce qu'on sait que comme j'ai une relation d'équivalence, les classes de x forment une partition de g. D'accord? Ça, je peux le dire que les classes de x, alors plutôt je vais écrire les classes de x, là je vais l'écrire en même temps parce que c'est pas la classe de x particulier, c'est les classes de x forment une partition de g. Partition de g, puisque on sait que g est un groupe fini. C'est-à-dire, grosso modo, que ici, hop, si ça c'est par exemple g, eh bien je peux découper mon g, comme ça, en plusieurs parties, et chacune correspondra à la classe
de tous ces éléments, donc il y a bien différentes classes d'équivalence. C'est pour ça que c'est pas classe de x en particulier, hein, ça peut être classe de x1, classe de x2, classe de x3, classe de x4, classe de x5, etc. Ou en tout cas, on peut regrouper tous les éléments de G. Et à ce moment-là, on peut dire qu'il y en a R. Par exemple, hein, il y en a R. Donc ça, par exemple, là ce sera la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. Et ça, ce sera la numéro R. Bon. Sauf que on sait que la classe de chaque i, enfin chacune de ces classes, a un cardinal qui est égal au cardinal de h. Ce cardinal de h, par exemple, je vais l'appeler petit p. Ça veut dire que ici j'ai p éléments, ici j'ai p éléments, là j'ai p éléments, là j'ai p éléments, là j'ai p éléments, etc., etc. Puisque chaque classe d'équivalence a un cardinal égal à p, qui lui est constant, puisqu'il dépend de h, mais le h ne dépend pas de x. Donc ça veut dire que chaque classe d'équivalence a le même nombre. Et si le cardinal de G, lui, on l'appelle petit n, donc le cardinal de G, lui, c'est petit n, c'est-à-dire que là-dedans, j'ai n éléments, sauf que ces n éléments, ils correspondent au nombre de classes d'équivalence fois le nombre d'éléments dans la classe, que chaque classe est composée de p éléments, c'est-à-dire que c'est n est égal à r fois p, puisque j'ai r classes d'équivalence de p éléments chacune, et en regroupant ces classes d'équivalence, ça me fait n, puisque je sais que ça forme une partition de G. Partition bien sûr hein, distincte, c'est-à-dire que les différentes classes d'équivalence ne se recoupent pas. Donc là j'en déduis que P divise N, et P divise N, c'est quoi P? C'est le cardinal de H, c'est quoi N? C'est le cardinal de G. Donc ça veut dire que le cardinal de H divise le cardinal de G. Donc voilà la démonstration du théorème de Lagrange. Comme on le voit, ça fait intervenir les classes d'équivalence, mais qui dit classe d'équivalence dit relation d'équivalence, d'où l'intérêt au début de poser cette relation d'équivalence ici. Alors c'est cette relation qu'il faut poser, parce qu'on voit que c'est elle qui nous permet après de montrer que les classes d'équivalence sont égales au cardinal de H, mais bien sûr pour cette relation d'équivalence-là, hein, si on prend une autre relation d'équivalence, c'est pas forcément vrai. Et à ce moment-là, en faisant la partition de l'univers selon ces classes d'équivalence, qui ont toutes le même cardinal, c'est ça le plus important, c'est qu'elles ont toutes le même cardinal, qui ne dépend pas de x. Contrairement au cas général, où quand on a une partition, bien sûr, rien ne dit que ici j'ai le même nombre d'éléments partout. Mais ici, si, puisque on voit que c'est le cardinal de h qui lui est un sous-groupe, mais qui ne dépend pas de x. Contrairement à la classe de x. Et donc ça veut dire que chaque classe a le même nombre d'éléments, et donc après, là je l'ai fait sous forme de schéma, mais après ici sous forme mathématique, eh bien ça veut dire que n est égal à r fois p. En faisant les petites phrases, j'ai pas dit à l'oral, hein, mais bien sûr c'est assez évident, hein. C'est il y a r classes d'équivalence formées chacune de p éléments, et comme il y a en tout n éléments, à ce moment-là on en déduit que n est égal à r fois p. Et donc j'ai bien le cardinal de h qui divise le cardinal de g. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les relations d'équivalence. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.